Titaneus, humain titanesque modifié génétiquement fabriqué en laboratoire dans des utérus artificiels géants. Taille, 12 à 36 pieds de hauteur. Circonférence crânienne, minimum 300 cm, 400 cm à 500 cm. Volume crânien, 50 000 à 100 000 cm3. Poids du cerveau, 1/3, 1/2 à 1 tonne. Intelligence avec QI stabilisé, sémantique, mathématique et spatiale, plus ou moins 10 000, 50 000, 100 000 à 1 million maximum de points d'intelligence. Coefficient d'encéphalisation, ratio de 10 pour 1, 9 fois trop de cerveau pour ce qui est de satisfaire les conditions vitales biologiques et faire avancer le corps. Quantité de neurones cérébraux, 2000 à 10 000 milliards. Agressivité, faible. Peau, indice de pigmentation mélanine avec un gradient bas de 1 à 12, blanche pâle rosée. Cheveux, couleur, noir, brun, roux ou blond. Yeux, teinte gris, bleu ou vert. Espérance de vie, plus ou moins 200 à 300 jusqu'à 1000 ans, triplement et plus de la longueur des télomères ou imitation du même principe d'auto-renouvellement des télomères que chez les homards quasi immortels. Capacité à gérer et sauver la Terre, exemple, réchauffement climatique extrême. Capacité à humaniser l'espace, colonisation extrême. Capacité à défendre l'humanité contre les extraterrestres extrême. Capacité à défendre l'humanité contre les extraterrestres extrême. Quantité de cellules, 600 à 1000 milliards de cellules humaines. Poids du Titaneus, 30, 70 à 100 tonnes. Au tout départ, lorsque je théorisais sur l'humain optimisé Amadeus Frankenstein, je ne voyais pas l'utilité de créer une version encore plus géante de l'humain. Je me disais que des humains de plus de 20 à 30 pieds seraient trop monstrueux et non nécessaires car le pointage de QI de l'Amadeus avec 1000 à 10 000 points serait déjà suffisant. Toutefois, l'autre jour en regardant un reportage sur l'espace, en visionnant une animation de plusieurs galaxies tourbillonnantes, alors je me suis mis à la place de l'Amadeus, que je croyais à tort être nécessairement toujours la meilleure unité d'invasion interstellaire. J'ai une illumination et en ai déduit que les Amadeus, que nous sommes supposés envoyer partout dans l'univers à partir de la Terre, notre planète mère selon mes plans les plus aboutis et probables scénaristiquement parlant, ne voudraient pas être catapultés pour affronter des espèces extraterrestres potentiellement beaucoup plus grandes et puissantes qu'eux en version dinosaures géants surdoués, également optimisés maximalement par de nombreuses manipulations de l'ADN extraterrestre en fonction de leur gravité planétaire. Ils auraient assurément peur d'entrer dans des hyperstructures d'amas galactiques avec aussi peu de hauteur et de dangerosité que les millions d'espèces extraterrestres vivant là-haut dans l'univers et ne voudraient que tôt ou tard rebrousser chemin craignant l'anéantissement rapide de leur armada sans échappatoire. Ce sont les Amadeus qui nous demanderaient de leur créer des protecteurs plus imposants et forts leur assurant dès lors une pleine maîtrise des planètes qu'ils vont conquérir avec tous les armements et soldats de petits à format géant toujours nécessaires. Lorsque nous parlons de la conquête de l'espace, c'est absolument un autre mode de pensée donc à un niveau d'échelle où tout est loin et démesuré, distance, planètes, étoiles, plantes gigantesques, animaux dinosaures, vaisseaux spatiaux, armement, trous noirs, galaxies, amas galactiques, etc. Ainsi il faut tout repenser dans un autre mode beaucoup plus étendu et pharaonique. Pour l'instant, notre civilisation est encore en mode larvaire et surtout en mode reprimatisation, ce qui est une catastrophe au niveau de la régression génétique rapide. Nous sommes tellement peu intelligents et évolués que les gens se demandent encore si nous devrions réellement évoluer. Pareil à un chimpanzé il y a 7 millions d'années qui se demandait s'il devrait vraiment évoluer en version optimisée mâle Dolph Lundgren ou femelle Sharon Stone, rester identique. Ce qui sera impossible car les êtres vivants sont toujours en évolution ou régression génétique car rien ne reste parfaitement pareil en biologie,
ou même si la régression génétique égalitariste, où il n'y aurait plus d'intolérance et de jugement, ne serait pas la meilleure voie, humain métissé mondial identique partout sur Terre, et ce surtout en Occident. Moi j'ai déjà entrevu le futur de l'humanité dans mes recherches car je travaille spécifiquement là-dessus depuis plusieurs années. C'est pourquoi je pense que ce sont non seulement les Amadeus qui nous demanderaient de créer leur protecteur Titaneus. Cependant, en toute probabilité, ce sont eux qui auront l'intelligence la plus adaptée pour les fabriquer en laboratoire, et non pas les humains normaux de notre ère qui sont encore probablement très limités intellectuellement parlant ou imaginés par l'entremise du métabrain ou cerveau planétaire. Si on se fie à mes graphiques d'augmentation de l'intelligence en fonction de la taille du cerveau et du coefficient d'encéphalisation optimal encore à générer artificiellement par les manipulations offertes par l'eugénisme naturaliste. Ensuite, j'ai réfléchi aux poupées russes Matryoshka qui s'emboîtent parfaitement l'une dans l'autre. Et comme je suis un grand amateur de la géométrie fractale, aussitôt j'ai fait le lien que les civilisations extraterrestres les plus puissantes et difficiles à contrecarrer sont sûrement celles qui sont à affronter à toutes les échelles de grandeur. Car autant elles ont la possibilité d'attaquer aux petites échelles, autant elles ont des variantes de moyenne taille, autant elles ont des variantes à taille géante. Ainsi n'importe quelle civilisation les affrontant vont avoir beaucoup de difficultés de les battre et les anéantir à toutes les échelles de grandeur. Ce mécanisme de reproduction d'une espèce génétique de toutes les grandeurs est ce qui rend beaucoup les civilisations encore plus imbattables à l'échelle autant planétaire, galactique et au final de l'univers. Similairement à Titaneus, ils ont repris une scène de Jaws 3 dans la station sous-marine, 1983. Réalisateur, Joe Alves. Production, Universal Pictures. On voit bien dans ce film que la version squale de l'ancêtre titanesque mégalodon de 20 mètres semble bien plus dangereuse que la version moderne du grand requin blanc de 6 mètres, Carcharodon carcharia. Je l'ai toujours dit, un oiseau avec un plus gros cerveau sera statistiquement plus intelligent car il a plus de neurones à potentiellement relier ensemble. Les corbeaux et corneilles, je n'ai jamais été capable de les approcher à distance. Ce n'est pour rien que les perroquets avec les plus gros cerveaux de la planète sont capables d'apprendre des centaines de mots, le perroquet gris et arabe bleu étant supposément les tops en toute catégorie, par rapport aux colibris miniatures, à part quelques exceptions comme les perruches, mais elles semblent moins bien prononcer les mots. https://www.youtube.com/watch.v = 7 AWL 2 yeux B6I4. Perruche ondulée, 1000 mots. Perroquet amazonien, 300 mots. Perruches indiennes, 250 mots. Calopsite, 250 mots. Perroquet quaker, 50 à 60 mots. Autant les gènes de couleur sont rares et précieux chez les oiseaux, les chiens, les chats, alors ils sont 1000 fois plus importants à protéger chez notre propre espèce humaine. Évolution de l'intelligence humaine du chimpanzé, cerveau miniature, jusqu'au Titaneus, cerveau gigantesque. Du chimpanzé, 360 gr de cerveau, 20 cm de circonférence crânienne et 12 à 25 points de QI, l'Australopithèque, 500 gr de cerveau, 40 cm de circonférence crânienne et 42 points de QI, le sapiens sapiens archaïque, 1280 gr de cerveau, 50 cm de circonférence crânienne et 75 points de QI, en passant par l'humain moderne. 1380 gr de cerveau, 55 cm de circonférence crânienne et 100 points de QI, l'Amadeus, 15 000 gr de cerveau, 115 cm de circonférence crânienne et 1000 à 10 000 points de QI. L'Alexandrius, un quart de tonne de cerveau, 300 cm de circonférence crânienne et 250 000 points de QI, jusqu'au Titaneus, une tonne de cerveau, 500 cm de circonférence crânienne et 1 million de points de QI. En étant environ 1000 ans en avance de ma civilisation, cette photographie est historique car elle montre l'évolution invariable,
la projection de la craniologie humaine et de l'augmentation de l'intelligence des prochains millions voire milliards d'années de l'avenir. Dans le sens où je pense qu'un humain titanesque n'a pas grand chance de voir le jour d'ici 300 ans, plutôt dans 500 ans voire même jusqu'à 1000 ans, le niveau de difficulté eugéniste étant très élevé, donc si en 3023 des scientifiques produisent l'équivalent d'un Titaneus, alors ils pourront dire qu'un théoricien les avait entrevus il y a pas moins d'un millénaire. Ceci peut paraître une image anodine parmi tant d'autres, mais elle m'a pris 28 ans ou un quart de siècle à comprendre par l'entremise de mes recherches sur l'intelligence débutées à mon adolescence vers l'âge de 15 ans à la bibliothèque de mon école secondaire. Elle trace la voie pour l'humanité du futur qui voudra gagner en pointage de QI et proportionnellement en intelligence afin de coloniser l'espace et se protéger des invasions extraterrestres. Le volume crânien étant la variable la plus facile à travailler pour n'importe quelle civilisation intelligente. J'ai non seulement trouvé chaque donnée craniométrique et numérique extrapolée de la typographie et les possibilités typiques moyennes de notre crâne humain, donc cela représente l'apothéose de ce que peut ressembler et ce que peut être la taille maximale d'un crâne humain autant sur Terre que les autres planètes de l'univers. Sur 8 milliards de personnes, je suis la seule à avoir pensé et théorisé en premier de manière scientifiquement et anthropologiquement valide les humains du futur avec un tel degré de précision, qui à l'avenir sera corrélé par les générations futures. Car à mon époque, les gens ne comprennent pas vraiment mes recherches en craniométrie avancée, ils préfèrent donner de la visibilité aux premiers immigrants venus du tiers-monde, aux artistes jouant de la flûte avec leur nez sans portée révolutionnaire ou autres produits artistiques stupides nécessitant que des petits QI. Crâne humain Amadeus avec 1000 à 10 000 points d'EQI battra 7 à 8 espèces extraterrestres potentielles sur 10. Humain Titaneus battra 8 à 9 civilisations extraterrestres sur 10. Qui va prendre le contrôle de la galaxie Voie lactée à notre place? Les humains du futur Amadeus et Titaneus Frankenstein. Le crâne prototype que je tiens dans mes mains n'est pas l'ultime crâne de l'Amadeus car il n'est pas du tout optimisé mais plutôt basé sur les proportions des crânes d'aujourd'hui qui sont plutôt la résultante de 56 millions d'années d'évolution à partir des premiers ancêtres primates. Le front n'est pas assez haut, large et proéminent. Le dessus de la tête devrait être un minimum de 2 à 3 fois plus haut, donc contenir plusieurs centaines de grammes de cerveau supplémentaires, dès lors un QI mieux optimisé en fonction d'une nouvelle configuration crânienne plus avantageuse ou dite supérieure. Avec un crâne humain Amadeus d'un tel volume, nous deviendrons une véritable civilisation de niveau galactique craint par les autres populations extraterrestres qui vont ni plus ni moins que contourner le système solaire au lieu de l'envahir à la première occasion, puisqu'ils détectent habituellement à l'avance les espèces vivantes sur les planètes avant de les conquérir afin de ne pas avoir de surprises autodestructrices fatales. Notre taux de réussite, taux de générativité et notre taux d'expansion civilisationnelle en sera augmenté drastiquement et probablement que plus de 50% des civilisations auront de la misère à battre des humains de type Amadeus, soit plus précisément de 70 à 80%, donc notre chance de les neutraliser et de prendre les planètes habitées extraterrestres sera désormais d'environ 7 chances sur 10. Avec les humains de catégorie Titaneus, alors ce chiffre de réussite monte plutôt à des seuils de 8 à 9 chances sur 10 de victoire puisque ces civilisations extraterrestres seront rarement plus gros que notre version humaine titanesque avec un QI pharaoniquement élevé. Les humains Titaneus, qui doivent être produits près des planètes ou satellites à conquérir dans les utérus artificiels géants de nos vaisseaux et stations spatiales, pourront être exactement manufacturés durant la gestation de la taille maximale que la planète peut supporter comme animaux marchands gigantesques de type dinosaure en fonction de leur gravité spécifique. Par exemple, une planète avec une gravité moins haute pourra recevoir un humain Titaneus plus grand et plus massif qui pèsera même moins lourd sur cette sphère. De ce fait,
Ils seront de la taille la plus colossale possible, faisant en sorte qu'ils vont piétiner et écrapoutir n'importe quelle civilisation extraterrestre sur place par la supériorité de leur poids, de leur taille et de leur QI s'approchant du 1 million de poids. Servomoteur calculateur Titaneus de 1 tonne extrêmement optimisé en intelligence. Les titans Titaneus n'auront qu'à marcher sur une planète en processus de prise de possession humaine, effrayer les populations extraterrestres en criant fort, en tapant des mains, en marchant à pas lourds, en sautant sur place, en donnant des coups de pied à des dizaines voire centaines d'entre eux, en se jetant au sol de face pour en écraser plusieurs, en s'assoyant sur eux, en arrachant le toit de leurs habitations, et détruisant leurs édifices avec de gros bâtons métalliques, en défaisant leurs centres de tir balistique ou d'armement d'importance et en détruisant un à un leurs parlements nationaux et planétaires. Les pauvres extraterrestres petits et affolés ne pourront que se sauver à la course ou essayer de tirer avec leurs armements miniatures par rapport à la taille imposante des Titaneus. Seulement les armes de puissance moyenne comme les bazookas, les mitrailleurs à balles de haute vélocité, les tanks, les mortiers, les missiles et canons de guerre peuvent quand même faire des dommages sérieux à notre armée de géants humains. Un obus non explosif égale une balle normale à échelle similaire de taille humain versus géant. Lors des invasions extraplanétaires, les Titaneus peuvent porter à juste titre des vêtements protecteurs de type veste pare-balles en Kevlar léger, des côtes de mailles ou des armures pareilles au temps médiéval leur assurant de ne pas être transpercées inutilement. Avec leur force et leur hauteur, les Amadeus ou Titaneus seront capables de supporter une armure très lourde et blindée par rapport à ce que pourrait trimballer un humain normal. À titre de comparatif militaire historique, Napoléon Bonaparte avait un taux de réussite moyen de 9 batailles sur 10 qu'il gagnait grâce à la supériorité de ses stratégies militaires, la qualité de ses armements et troupes françaises. Humain à 100 points de QI inutile contre les civilisations extraterrestres. Selon mes estimations naturalistes, probabilistes, intellectuelles, civilisationalistes, il ne servira à rien d'envoyer des humains dans l'espace avec les QI actuels moyens de 100 points, égale 100 km HR, coloniser l'univers et affronter les nombreuses civilisations extraterrestres car ils vont se faire ni plus ni moins que défoncer la tronche en quelques jours à peine. Équivalent à envoyer des enfants ou des trisomiques affronter des surdoués des meilleures universités terrestres et ou champions d'échecs historiques mondiaux. Encore pire des aborigènes d'Australie roulant à 65 km HR ou des subsahariens avançant à 75 à 85 km HR. Ce serait de l'ordre du sacrifice puisque les extraterrestres ont un minimum de 300 points de QI en montant, donc ils roulent l'équivalent de 300 km HR intellectuellement parlant. Des humains à 100 points de QI ne sauront pas du tout résoudre les problématiques de l'espace. La preuve, notre civilisation actuelle est incapable d'avoir une petite base lunaire ou martienne et encore moins de fabriquer une flotte de vaisseaux spatiaux respectables. Les humains de 100 points vont arriver à l'autre bout de la galaxie et se demander s'ils peuvent avoir accès à TVA pour écouter leur émission de variété sucré-salé, suivre Big Brothers, Occupation Double, visionner des émissions de recettes et de petits chats amusants et non pas lire 100 pages de Wikipédia par jour ou des encyclopédies scientifiques utiles dans la station spatiale. Nous n'aurons que de réelles chances de coloniser durablement l'espace et d'évidemment battre des civilisations extraterrestres, car eux aussi habitent dans les diverses zones habitables près des étoiles, qu'avec des humains du futur optimisés au QI de justement 300, 500 à 1000 points minimum. Par exemple, l'Amadeus avec 1000 points de QI va rouler à une vitesse de 1000 km/h, donc 10 fois plus vite que les humains d'aujourd'hui, et aura une réelle chance de prévoir et contrecarrer une majorité de plans d'invasion, de réponse militaire extraterrestre ou de résolution et d'adhésion à des traités intercivilisationnels très complexes et pointus en termes de lois et règlements, donc de ne pas se faire avoir par la première civilisation arrivée. Avec le 100 points de QI minimal, évidemment personne n'a le 100 points juste car celle-ci est une moyenne et la majorité des gens normalement intelligents ont plus de 110 à 120 points.
Et les astronautes ont plutôt un minimum de 130 à 160 points à notre époque car les agences spatiales prennent les candidatures les plus avantageuses assurant une meilleure chance de réussite des missions et ne pas la planter par manque de ressources de calculs intellectuels. Par exemple, Julie Payette avec 150 points de QI et parlant 6 langues, la femme la mieux évaluée sur 5330 candidatures a été choisie pour son intelligence haute par rapport à la moyenne des gens de son temps, mission STS, 96 et STS, 127. Ainsi elle aura plus de capacité potentielle à manœuvrer adéquatement des engins technologiques spatiaux. Réparer les 1001 pièces d'électronique ou de mécanique des fusées ayant souvent des bris et de l'entretien à faire. S'assurer du bon fonctionnement de la Station spatiale internationale, faire des recherches savantes dans son domaine de spécialisation, ingénieur en informatique, etc. Les humains d'aujourd'hui que nous sommes pourront certainement aller dans l'espace. Toutefois leur zone d'influence et de capacité à dominer l'univers lointain sera très limitée. Ce ne seront pas ceux que nous devrions envoyer préférablement mais bien nos meilleurs éléments civilisationnels humains optimisés qui eux, selon les statistiques, auront de réelles chances de survie dans l'espace intersidéral qui est l'environnement le plus extrémophile qui soit après les déserts chauds, Sahara ou froid planétaire, pôle Nord et pôle Sud. Ils seront plutôt relégués à un rôle de touristes spatiaux, pouvant se promener sur les planètes et satellites de notre système solaire et ceux à proximité comme Alpha Centauri mais pas nécessairement dans les prochaines galaxies extrêmement lointaines. À moins d'avoir été augmentés quelque peu en intelligence au fil des siècles d'optimisation génétique minimale, ce qui augmentera automatiquement leurs possibilités de réflexion et de réponse adaptées contre les civilisations extraterrestres. Extrêmement dangereuses et n'ayant aucune pitié pour les civilisations les plus faibles de la galaxie et encore pire de l'univers où les créatures sont probablement encore beaucoup plus monstrueuses et ingénieuses. Tant et aussi longtemps que nous nous amusons entre nous les humains dans notre petit carré de sable que représente le système solaire, il n'y a pas de problème car nous pouvons même faire voyager un groupe scolaire de trisomiques jusqu'à un des 95 satellites de Jupiter. Ils auront beaucoup de plaisir, mangeront des hamburgers et des frites de McDonald's, riront et s'amuseront à la folie de leurs 30 à 70 points de QI moyen, là n'est pas le problème en soi. Le problème arrive dès lors que nous ajoutons la variable extraterrestre, qui eux ont une autre génétique que la nôtre. Ils n'ont pas les mêmes plans d'expansion spatiale que notre civilisation humaine, ils n'ont pas les mêmes technologies, ils n'ont pas les mêmes QI, ils n'ont pas les mêmes idéologies, ils recherchent des planètes faciles à prendre comme les lions cherchent des proies faciles à manger. Du moment que la variable extraterrestre advient malgré nous dans l'équation, alors c'est un nouveau monde de probabilités qui s'enclenche et aussitôt une lutte civilisationnelle démarre. Et la civilisation qui aura le plus haut QI et où les meilleurs armements triomphera tôt ou tard sur la civilisation la plus faible. Telles sont les lois de la nature qu'on le veuille ou non nous serons confrontés un jour ou l'autre à des civilisations extraterrestres qui ne seront pas dans notre environnement stellaire voulant seulement se faire des amis, et à des années-lumière de leur planète mère. Humanisation du superamas galactique de Laniakea. Voilà ce dont je parlais qui m'a fait réaliser la dangerosité des hyperstructures de l'espace, le superamas galactique dans lequel nous sommes dénommés Laniakea, 520 millions d'années-lumière de diamètre, sera préférablement colonisé par les Amadeus aidés de leur protecteur Titaneus beaucoup plus grand et étant au maximum de leurs possibilités de maîtrise et de destruction des civilisations extraterrestres. Nous autres les petits humains du futur, avec un minimum de 200 à 300 points de QI car, ou sinon nous ne saurons pas quoi faire dans les stations spatiales et le risque d'être dévorés par les extraterrestres rendus à destination stellaire sera trop probable, arriveront par la suite sur chaque planète car le champ extraterrestre aura été dominé et nettoyé successivement par l'armée de robots, les Titaneus et ensuite les Amadeus.
Les extraterrestres mangent fréquemment les civilisations sur leur route, surtout celles n'obtempérant pas à leur planification démographique et de gestion des ressources environnementales d'une planète X, autant que la majorité des animaux dans la nature vont manger d'autres animaux plus faibles, vulnérables ou plus petits dans la hiérarchie de la pyramide alimentaire planétaire. Tous nous formons une unité indestructible puisque basée sur le principe de civilisation fractale multi-échelle, ainsi nous en devenons beaucoup plus difficiles à battre dans toute la superficie de l'univers Chaosmo. L'amas galactique de la Vierge, qui est le plus gros du superamas galactique de l'Aniakea, inclurait pas moins de 10 000 galaxies comme la nôtre, la Voie lactée, chaque galaxie possédant pas moins de 100 à 200 milliards d'étoiles en moyenne. Organiser un voyage dans l'espace lointain est équivalent à entreprendre un voyage en Antarctique, ainsi il faut envoyer les personnes potentiellement les plus débrouillardes, prévoyantes, non agressives, dotées des meilleures aptitudes et compétences en tout genre, ingénierie, médecine, physique, chimie, psychologie de groupe, informatique, etc. Sans quoi elles risquent de rapidement périr si des bris mécaniques des équipements aérospatiaux ou informatiques des ordinateurs de bord adviennent tôt dans la mission, toute l'équipe est en danger de mort à la moindre avarie. Dans l'espace, la mission est d'un niveau encore beaucoup plus périlleux et risqué, avec un facteur au moins 100 à 1000 fois plus difficile à survivre sur le long terme, radiation cosmique, distance interminable, désespérance ou dépression liée à l'isolement ou le manque de nature. L'humain a pourtant évolué dans la verdure et non seulement dans la grisaille du béton ou des matériaux monotones de la navette, guerres et conflits internes de l'équipage, menaces extraterrestres, vide de l'espace, etc. Métaphore de la civilisation s'imbriquant à différentes échelles pareilles à des poupées russes. En fonction de mon graphique que j'ai théorisé sur les déclinaisons possibles des humains du futur, je pense que l'exemple des poupées russes est le mieux adapté pour démontrer l'utilité d'avoir sa propre génétique civilisationnelle en plusieurs variants de différentes tailles afin de s'adapter autant au monde microscopique terrestre et que macroscopique dans l'espace. Comme je l'ai déjà expliqué, il sera impossible pour l'humanité de rester parfaitement identique à ce qu'elle est aujourd'hui parce que d'une part la matière évolue d'elle-même, ce phénomène modifiant pas à pas notre phénotype, soit l'humanité connaîtra une régression génétique qui modifiera également son apparence, soit nous deviendrons partiellement un robot ou cyborg, soit nous mélangerons notre ADN avec d'autres animaux de la nature. Yeux avec vision nocturne, propriété de la phosphorescence, capacité d'audition fine des ultrasons similaires à la chauve-souris, camouflage de type caméléon, ventouse aux doigts permettant de monter au mur, augmentation du nombre et le superficie des cellules olfactives prodiguant un odorat plus développé, etc. ou avec les gènes extraterrestres nous prodiguant plus vite des gènes d'intelligence ou autres propriétés physionomiques rares. Si bien que nous pouvons déjà prévoir que les humains évoluant sur des satellites planétaires de type Vénus, Neptune, etc., ils auront chacun à leur façon leur modification épigénétique spécifique auto-adaptative aux facteurs géographiques et variables environnementales comme nous l'avons déjà vu. Donc peu importe à quoi ressembleront les humains de l'avenir au niveau de leur apparence phénotypique, leur taille pourra similairement s'étaler des plus petites versions humaines jusqu'aux plus grandes, pour ne pas dire géantes, voire même extrêmement gigantesques, pas seulement de la taille d'un Tyrannosaurus rex de 5 à 6 mètres de hauteur x 13 mètres de longueur avec un poids de 18,4 tonnes. Toutefois plutôt de type du titan de Patagonie dans la famille des titanosaures sauropodes, Patagotitans. Maiorum, de 11 à 15 mètres de hauteur avec 37 mètres de longueur, un gabarit de 8,5 mètres et d'un poids de 70 tonnes. Les variables environnementales comme la gravitation planétaire et les taux d'oxygène vont influencer directement les possibilités de développement des animaux et les limitant à des plafonds de grandeur sous laquelle il devient trop difficile de se déplacer par une lourdeur excédentaire, phénomène similaire au tank devant avoir autant un poids pas trop lourd, pour un appui suffisant au sol, plus une capacité de moteur de véhicule militaire ou par rapport à la motricité assez puissante pour
Bouger l'animal ou le dinosaure similaire ou le tank tiger et panthère avaient une bonne portance sauf que le Charmouse était à la limite de l'intersection des paramétrages de ratio poids versus portance versus puissance de moteur, ou un potentiel manque d'oxygénation suffisante des tissus par des respirations normales permises non seulement par la capacité pulmonaire mais également de la pression atmosphérique, kilopascal, kPa, les taux d'humidité planétaire, etc. Civilisation en mode poupée russe est à l'exemple d'une structure géométrique fractale qui est toujours fondée sur la même forme structurelle et qui va se développer tout simplement à plusieurs grandeurs d'échelle variables de petit à grand. Quand la civilisation poupée russe se déploie alors, elle va emplir la quasi-totalité de l'espace-temps à coloniser du déroulement de sa génétique donc être plus adaptée à toutes les échelles de maîtrise des autres créatures, les dominer autant les petites que les animaux planétaires d'envergure de type dinosaure, surtout leurs formes surdouées les plus dangereuses à notre hégémonie par exemple une version de l'herbivore brachiosaure au gros cerveau. En sachant que chaque version humaine en mode de la civilisation déployable poupée russe a sa place et sa pertinence en fonction de sa grandeur d'échelle, les individus de la civilisation n'essayeront pas de se supplanter l'un l'autre par leurs aptitudes supérieures ou non, ils savent tous à leur position qu'ils ont besoin autant des plus grands pour ouvrir le chemin que des plus petits. Taille minimale de 1,50 m puisqu'étant la limite du nanisme humaine, pouvant mieux contrôler l'environnement microscopique des jungles extraterrestres et tout. Les versions humaines plus petites ont des plus petits doigts et peuvent effectuer des tâches et opérations plus fines, par exemple les doigts plus fins et agiles des femmes dans les usines de montage d'ordinateurs versus les gros doigts des géants pouvant briser la nuque d'un animal extraterrestre en un claquement de doigts et ou lever des charges utiles très lourdes de plusieurs tonnes étant impossible à soulever pour tous les autres humains de taille inférieure. Les humains Amadeus déjà assez grands avec 12 pieds de hauteur, vont probablement craindre la venue de géants de 20 à 30 pieds, ou de 20 à 30 mètres de hauteur de type extraterrestre géant de type dinosaure sur les autres planètes qu'ils vont visiter durant l'édification de notre civilisation dans l'univers. Des humains de 12 pieds peuvent être assez facilement écrasés par des organismes vivants de 20 à 30 pieds et avec évidemment des plus gros cerveaux, donc plus d'intelligence potentielle et de moyens pour les battre intellectuellement, stratégiquement et militairement parlant. Excepté avec le facteur poids du cerveau versus poids de l'animal pouvant réduire le coefficient d'encéphalisation, l'intelligence pourrait être plus difficilement optimisable, exemple des baleines ou cachalots pesant plusieurs tonnes même si un cerveau de 5000 cm3, le poids de l'animal diminue inversement son intelligence vu que les neurones doivent gérer tous ces milliards de cellules additionnelles. Sauf que le poids des humains titans les rendra plus dangereux sur leur potentiel à écraser de leur pas n'importe quelle créature qui croisera leur chemin. Les humains de catégorie titan auront des grandeurs maximales de 10, 20 à 30 mètres de hauteur, selon les gravités planétaires spécifiques limitant cette taille comme sur Vénus où la gravité est de 90% celle de la Terre, auront des mains de la taille d'une table, des pieds de la longueur d'un bateau et des crânes équivalents au volume d'une petite voiture de type Firefly donc une intelligence approximative de plusieurs dizaines de milliers de points de QI. Ils ne doivent pas être produits en grande quantité, ils ont un rôle d'appoint dans les stratégies militaires de choc durant les premières phases de colonisation planétaire, idem de l'utilisation des éléphants dans l'histoire de l'Antiquité avec les armées indiennes, carthaginoises ou chinoises. Les humains titans peuvent être générés artificiellement avec des utérus artificiels géants à partir des vaisseaux spatiaux arrivant dans l'entourage des planètes et galaxies à envahir.